Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je dois avant tout vous remercier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le podcast a récemment fêté ses 3 ans. Et oui, c'était le 20 avril, donc 2020, que j'ai créé le podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. Vous allez me dire que j'ai un petit peu attendu. Alors, ce n'est pas seulement que j'étais en retard, même si ceux qui me connaissent savent que ça aurait pu être le cas. Non, en fait, la réalité, c'est que j'attendais un autre chiffre marquant. C'est que cette semaine, nous avons dépassé 250 000 téléchargements du podcast. Et alors ça, c'est un nombre incroyable pour nous. Donc merci infiniment à vous tous qui nous écoutez. 250 000 téléchargements, 3 ans d'existence. C'est tout simplement hallucinant. Et ce qui me rend d'autant plus fière, c'est que ça ne s'est pas fait au détriment de la qualité, puisqu'apparemment, vous notez cet épisode avec 4,9 étoiles sur 5 sur Apple Podcast. Ce qui, oui, on a du mal à arriver à la perfection avec 5 étoiles. Avec des avis dithyrambiques, comme celui-ci assez récemment de Maman Clioui. Ayant 30 minutes de trajet entre mon domicile et mon travail, j'écoute ce podcast dans la voiture. J'aurais dû dire le titre d'abord. Format et contenu. Parfait, merci beaucoup. Ce format est parfait car il me permet d'optimiser le temps passé sur la route. Le contenu est très enrichissant. La voix est très agréable à l'écoute. Je recommande vivement. Je cherchais depuis un moment un podcast Montessori et je suis ravie. J'ai commencé au premier podcast. J'ai hâte de tous les dévorer et me mettre à jour pour écouter ceux du moment même. Merci. Eh ben non, moi je vais vous dire merci, Maman Clioui, parce que ce genre d'avis, ce genre de commentaires sur le podcast, c'est tout simple. Ça aide d'autres familles à le découvrir. Parce que c'est comme ça qu'Apple Podcast va proposer à des gens qui cherchent un podcast Montessori, va proposer le podcast des Montessori 7. Donc si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez tous ces épisodes, tous ces contenus que je partage gratuitement avec vous, simplement parce que c'est ma passion et que j'ai envie de diffuser le plus de choses possible gratuitement, au-delà des formations qui, elles, sont payantes, eh bien, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et puis à aller mettre une petite note et un avis sur Apple Podcast parce que ça fait une énorme différence. Donc, encore une fois, merci, c'est complètement fou. 3 ans d'existence déjà de ce podcast. À l'époque, je l'avais lancé en 10 jours, un peu sur un coup de tête. Et 3 ans après, non seulement il est toujours là, mais vous l'avez téléchargé plus de 250 000 fois. Donc c'est dingue. Merci encore. Mais maintenant qu'on a bien célébré tout ça, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est malheureusement un petit peu moins réjouissant. Il s'agit des inspections en instruction en famille, les contrôles de l'instruction en famille. Et aujourd'hui, je voudrais vous aider à éviter le pire. Parce que la fin de l'année approche, et pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille, il y a une forme de soulagement qui tombe. Normalement, on est peut-être encore un petit peu tôt, mais bon, on ne devrait pas être très loin. Normalement, la plupart des inspections sont passées, les contrôles ont déjà été faits, et le risque d'une seconde inspection est théoriquement nul si tard dans l'année. Normalement, vous devriez déjà être prévenu s'il va y avoir des inspections là d'ici la fin de l'année. Ça peut encore arriver, mais en général, on est plutôt soulagé. Mais pourquoi un tel sentiment de soulagement ? Après tout, est-ce que les inspections ne sont pas censées nous aider à savoir où nous en sommes dans l'IEF ? Est-ce qu'elles n'ont pas pour but de nous faire bénéficier des conseils pédagogiques de personnes bien formées et bienveillantes, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, etc. Malheureusement, il y a des inquiétudes normales et naturelles qui viennent du décalage fréquent entre ce que dit la loi et la pratique. Concrètement, les inspecteurs ont une très grande liberté d'action parce que les familles ne connaissent généralement pas leurs droits et la justice, le tribunal administratif, etc., ont souvent un parti pris négatif vis-à-vis de l'école à la maison. Et c'est vrai que quand on parle d'IEF, les premières images qui nous viennent souvent à l'esprit, ou en tout cas à l'esprit du grand public,
Ce sont des familles sectaires, des fanatiques religieux qui enferment leurs enfants dans un monde clos, ou alors des parents, encore pire, violents et maltraitants qui cherchent à cacher leurs méfaits. Et c'est souvent comme ça que les grands médias ont tendance à présenter l'instruction en famille. Alors heureusement, la réalité est très différente, mais ça peut expliquer que les juges, par méconnaissance, ne soient pas très bien disposés à l'égard des familles en IEF. Par ailleurs, les inspecteurs eux-mêmes connaissent souvent assez mal le monde de l'instruction en famille. Il faut savoir que les inspecteurs, ce sont avant tout d'anciens professeurs, parfois des CPE, des psychologues scolaires, etc. Bref, des personnes qui n'ont connu que l'école. Et ils ont souvent du mal à distinguer leur rôle en tant qu'inspecteurs des enseignants d'un côté, parce que ce sont les mêmes inspecteurs, et en tant qu'inspecteurs pour les familles IEF. Donc pour résumer, parfois, les inspections se passent très bien et remplissent parfaitement leur rôle. Et parfois, malheureusement, elles se passent mal. Et dans ce cas, tout dépend de l'arbitraire de l'inspecteur et des capacités des parents à défendre leurs droits. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un peu de mon expérience et de celle des familles qui m'entourent. Nous avons nous-mêmes déménagé plusieurs fois et nous avons des contacts de familles IEF dans de nombreuses académies maintenant. Nous avons été inspectés à de nombreuses reprises, au niveau maternel, primaire, collège, etc. Donc je pense pouvoir vous donner un assez bon aperçu de la réalité des inspections. Et je vais commencer par vous expliquer comment moi, personnellement, j'envisage et je prépare les inspections en IEF. Mon principe de base, si vous voulez, qui m'a permis jusqu'ici de passer des inspections plutôt paisibles, c'est cette phrase latine « si vis pacem, para bellum ». C'est un vieil adage latin qui veut dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs interprétations possibles, mais telle que je l'interprète, si tu veux vivre en paix dans ton pays, forme une armée puissante et organisée, prête à te défendre, et si tout va bien, tu n'auras jamais à l'utiliser. Mais c'est un peu de la dissuasion, si vous voulez. Et c'est justement tout le principe de la dissuasion nucléaire que l'on a en France. Si on traduit ça pour les inspections en IEF, cet adage pourrait donner quelque chose comme « Accueillez l'inspecteur comme s'il allait être un bisounours, mais préparez-vous en amont comme si vous alliez recevoir un hussard noir de la République. » Je m'explique. Si vous tombez sur quelqu'un de bienveillant, qui est respectueux de la loi et de sa fonction, il n'y a aucune raison de l'accueillir de façon agressive ou en étant sur la défensive. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de le braquer inutilement. Personnellement, je pense que c'est plutôt le moment de sortir le plateau de petits gâteaux. Mais si, là où les personnes qui font l'inspection ont un fort a priori contre l'IEF, et que vous ne connaissez pas bien vos droits, c'est là que les choses peuvent rapidement dégénérer, avec des conséquences administratives et juridiques qui sont très graves. On parle de rescolarisation, parfois d'intervention des services sociaux, et il arrive même, dans des cas extrêmes et heureusement très rares, que les enfants se retrouvent placés en famille d'accueil, suite à un signalement. Donc mon but n'est pas de vous inquiéter si vous pratiquez l'instruction en famille, mais simplement que vous soyez conscient que lorsqu'on se retrouve, heureusement ça n'est pas si fréquent que ça, mais lorsqu'on se retrouve face à des personnes de mauvaise foi et de mauvaise volonté, mais qui ont le pouvoir, il faut être très prudent. Certains inspecteurs se laissent tellement aveugler par leurs préjugés sur l'école à la maison qu'ils sont prêts à tout pour en quelque sorte libérer les enfants de cet enfermement social. Ils ont l'impression de faire une œuvre de salut public. Et généralement, essayer de leur faire entendre raison, c'est peine perdue. Je crois que je suis déjà revenue dans le podcast ou sur le blog sur la socialisation en IEF et toute la montagne d'idées préconçues associées. Il faut donc s'appuyer sur ses droits et sur la loi. Mais pour cela, il faut avoir pris le temps de se préparer en amont. Et ça n'empêchera pas, une fois qu'on s'est bien préparé, d'accueillir l'inspection le jour J avec le sourire et beaucoup de bonne volonté. Je partage dans l'article associé à cet épisode une petite BD de Lisa Desportes, qui a une page Facebook qui s'appelle Jolie Sauvage, et qui a donc mis en BD un sondage sur le déroulement des inspections en IEF. Donc je vous mets
un extrait de cette BD sur le blog et je vous renvoie vers sa super BD en intégralité, là aussi sur l'article de blog associé à cet épisode. Et j'ai donc partagé quelques résultats de ce sondage qui recueillait le témoignage de plus de 320 familles IEF, ce qui est beaucoup par rapport au nombre de personnes qui pratiquent l'instruction en famille, sur les contrôles pédagogiques en France en 2010. Donc, les choses ont pu évoluer depuis, mais pas forcément dans le bon sens. En 2010, 90% des familles étaient insatisfaites de la façon dont se déroulaient les contrôles. Seulement 37% des familles ont ressenti l'ambiance du contrôle comme positive. Et pourtant, seulement 0,4% des contrôles ont mené à une injonction de rescolarisation. Concrètement, ça signifie que dans seulement 0,4% des cas, donc dans 4 cas pour 1000, seulement, on a estimé que, généralement ce sont les parents qui sont les instructeurs, que les parents ne faisaient pas un travail d'instruction suffisant. Et pourtant, 90% des familles ne sont pas satisfaites de la façon dont se sont déroulés les contrôles. Elles peuvent être frustrées, elles peuvent être blessées par la façon dont ça s'est déroulé. Juste un autre petit résultat du sondage que je trouve intéressant. 29% seulement des inspecteurs regardent les supports d'instruction avec intérêt. Souvent, les familles apportent les cahiers, les livres, les manuels, tout ce qui est utilisé. Et ça n'intéresse pas les inspecteurs. C'est quand même malheureux, Bon. En tout cas, je vous renvoie vers cette BD qui fait un état des lieux de l'instruction en famille en France en 2010. Et malheureusement, avec la dernière loi qui est sortie sur l'IEF, qui impose une demande d'autorisation, etc., les choses sont encore pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a donc 13 ans. Alors, pour vous donner une idée de comment peuvent se passer les inspections en IEF, et pour m'éviter de raconter trop précisément les inspections qui nous sont arrivées ou que d'autres familles que je connais ont vécu, de donner des exemples trop précis ou des noms que l'on pourrait retrouver si je mentionne l'inspecteur ou l'inspectrice de telle circonscription. Bref, je vais donc vous faire 2 comptes rendus imaginaires. Mais tous les éléments individuels de ces comptes rendus sont tirés de ma propre expérience ou de familles que je connais. Et je vais donc vous faire découvrir la visite d'un inspecteur bisounours avec uniquement des événements réels, mais mis ensemble, parfois qui viennent de différentes familles et de différents inspecteurs, et l'inspection d'un hussard noir de la République, là aussi avec uniquement des faits véritables qui sont arrivés, et qui arrivent fréquemment d'ailleurs. Alors commençons par optimisme, et c'est ce que je vous souhaite, par la visite d'un inspecteur bisounours. Imaginez. L'inspection a lieu à domicile. La famille, tranquillement, a reçu le courrier qui leur proposait cette date il y a 1 mois et demi. Et ils ont donc eu le temps de se préparer. Ils ont même envoyé un courrier avec un compte-rendu pédagogique, un petit peu en avance. Avec les enfants, le matin, ils ont préparé des petits gâteaux. Il se trouve que c'est la maman qui encadre l'instruction d'habitude, mais le papa a décidé de prendre une demi-journée de congé, parce que c'est un moment important, et comme ils ont 2 enfants, ils veulent pouvoir rester avec chacun d'eux pendant l'inspection. La maison est propre et bien rangée, elle est chaleureuse et accueillante. L'inspecteur arrive avec un conseiller pédagogique. Le courrier les avait prévenus, donc les parents ne sont pas surpris. Après un petit échange de salutations, le papa propose un café que l'inspecteur et le conseiller acceptent volontiers. Et tout le monde se rend ensuite dans la salle de travail des enfants où se trouvent toutes leurs affaires. Un peu intimidé, Lucas, qui a 6 ans, répond aux questions par monosyllabe. Il est plutôt timide de nature et il ne comprend pas que certaines questions appellent des réponses un peu plus détaillées. Alors, est-ce que tu fais des activités en dehors de la maison ? Oui. Ah, et qu'est-ce que tu fais comme activité ? Du judo, du scrapbooking, du piano, du solfège et des percussions. Avec patience, l'inspecteur continue à poser ses questions, parfois aux parents, parfois aux garçons, en essayant de mettre Lucas à l'aise. Il parle avec douceur et un grand sourire. Pendant ce temps-là, le conseiller pédagogique fait connaissance avec Léa, la plus grande, qui a 8 ans. Elle lui montre ses cahiers qu'il regarde avec attention. « Ah, je vois que tu apprends l'anglais.
Est-ce que tu saurais me dire quelques phrases? Hi, my name is Leah and I love drawing. Very good, and how old are you? J'ai 8 ans. À ce moment-là, le conseiller rit. Est-ce que tu pourrais me le dire plutôt en anglais? Non, je ne sais pas. Je sais seulement dire 8. C'est pas grave, tu vas apprendre. De son côté, l'inspecteur demande à Lucas s'il connaît des chansons. Alors Lucas va sortir un grand livre de chansons françaises qu'il aime beaucoup, et il commence à chanter une chanson en lisant les paroles. Bon, eh bien pas besoin de lui faire lire un texte, on voit bien qu'il sait lire. Au fil de ces questions, l'inspecteur, qui avait déjà eu un aperçu de la pédagogie choisie par les parents grâce au fameux compte-rendu pédagogique qu'il lui avait envoyé, il finit par avoir une vision assez complète de là où en sont les enfants, de la façon dont ils apprennent et de toutes leurs activités. Le conseiller pédagogique demande si ça poserait problème à la famille qu'il fasse passer quelques tests écrits à Léa. Pour la famille, aucun problème tant que le papa peut rester à côté. Bien entendu, il n'est pas question qu'il intervienne pour donner des réponses à sa fille, mais il y a parfois un jargon propre à l'éducation nationale que sa fille ne connaît pas forcément. Entre autres, le conseiller propose une petite dictée à Léa, qui écrit consciencieusement ces quelques phrases. « Très bien, dit le conseiller. Pourtant, le papa voit bien qu'il reste des fautes. Le conseiller s'apprête à passer à autre chose, mais le papa lui dit « Vous ne lui laissez pas le temps de se relire ?»« Ah, si, bien sûr !» Alors, mot par mot, Léa se relit et corrige les quelques fautes d'accord qui restaient. Le conseiller reprend quelques notes sur son bloc et modifie ce qu'il avait écrit au préalable. Au bout d'1 heure, l'inspecteur et le conseiller pédagogique sont satisfaits. Les enfants se sont très vite détendus et l'ambiance est restée très sympathique et agréable. Le conseiller pédagogique mentionne 1 ou 2 ressources qui pourraient être utiles à la famille, par exemple en anglais. Est-ce que vous avez essayé de leur proposer d'écouter des livres CD en anglais? Il y en a sûrement à la bibliothèque où vous allez. Ah, très bonne idée, nous allons regarder ça. Les parents raccompagnent l'inspecteur et le conseiller pédagogique à la porte. Tout le monde semble satisfait. 2 mois plus tard, la famille reçoit un compte-rendu de l'inspection. Tout est soigneusement détaillé, à la fois avec justesse et honnêteté. Les conclusions sont positives, Léa est en bonne voie pour atteindre à 16 ans le socle commun de connaissances et de compétences. Et pour Lucas, qui démarrait tout juste l'instruction en famille, cette première inspection n'était qu'un bilan pour voir où il en était. Ce sont les inspections des années suivantes qui permettront de voir ses progrès. Alors, avouez que ça fait rêver, non? Oui, certaines inspections en IEF se passent réellement aussi bien que ça. Et on tombe parfois sur des personnes merveilleuses, dont la seule préoccupation est le bien de l'enfant. Je me souviens en particulier d'un inspecteur qui ensuite est retourné enseigner en tant que professeur dans des classes du type Ulysse. Il était plus spécialement intéressé par tous les enfants à besoins spécifiques. Et il pratiquait dans ses inspections le même respect envers tous les enfants et toutes les familles. Malheureusement, parfois, les choses sont un peu différentes. Alors préparez-vous, mettez vos ceintures, on va passer à l'extrême inverse. L'inspection d'un hussard noir. Alors si le thème hussard noir ne vous évoque rien, petit rappel historique, il s'agit de ces instituteurs de la Troisième République, que l'on appelait hussards noirs parce que les élèves instituteurs étaient habillés en noir pendant leurs études, c'était leur uniforme. Et ils se considéraient souvent comme des apôtres de la raison qui devaient aider les enfants à s'extraire de l'obscurantisme religieux. C'est un peu l'époque où les rivalités entre les écoles tenues par des congrégations religieuses et les écoles publiques ont atteint leur sommet, avec des rivalités qui étaient souvent parfaitement stériles entre l'école du curé et l'école de la République. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que certains inspecteurs renouent avec cette tradition en voulant à tout prix faire rentrer les petits IEFeurs dans les rangs de l'éducation nationale. Alors permettez-moi donc de vous proposer cet autre compte-rendu imaginaire, mais encore une fois, je vous le rappelle, dont tous les faits individuels sont réels, j'insiste, d'une inspection en IEF. Ah là là, Nathalie est en panique. Nous sommes en octobre et elle a reçu un courrier il y a 15 jours qui l'a convoquée, elle et ses enfants, à l'inspection académique de son secteur, située à 30 minutes de route. Elle est en train de réunir tout ce qu'elle peut emporter.
cahiers, manuels, les dernières lectures des enfants, etc. Mais malheureusement, elle ne pourra pas emporter son matériel Montessori, qui est beaucoup trop volumineux. Elle part donc avec ses 2 enfants, Enzo, 9 ans, et Manon, 6 ans, et un énorme sac à dos. Arrivée à l'inspection, elle découvre qu'en fait l'inspecteur ne sera pas seul. Il est accompagné d'une conseillère pédagogique et d'une psychologue scolaire. Il explique à Nathalie qu'il va s'entretenir avec elle pendant que les enfants feront des tests écrits avec la conseillère et la psychologue. Elle est très embêtée de devoir se séparer des enfants et de ne pas assister aux tests, mais elle n'ose rien dire. L'inspecteur la fait donc entrer dans son bureau pendant que les enfants partent dans une autre salle. Nathalie commence à sortir tout ce qu'elle a apporté et puis à montrer les cahiers des enfants à l'inspecteur, qui l'arrête tout de suite. Oui, non, mais rien ne me dit que ce sont vraiment les enfants qui ont rempli ces cahiers, donc on va voir les résultats des tests écrits. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez voulu pratiquer l'instruction en famille ? S'ensuit une série de questions. L'ambiance est très rigide et formelle. Nathalie bafouille un peu, intimidée par l'inspecteur en costume cravate noire, très austère, et elle a l'impression de devoir sans cesse se justifier. Mais vous leur avez appris à écrire uniquement en cursive ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de faire des jeux comme des mots fléchés, par exemple ? Et l'instruction civique, là, je ne vois pas de cahier là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants ? Eh bien, nous leur expliquons le système électoral français. À chaque élection, ils viennent au bureau de vote avec nous et nous leur montrons comment ça se passe. Sinon, nous essayons surtout de leur montrer l'exemple du civisme au quotidien. Il y a 3 semaines, on est allé ramasser des déchets en forêt, par exemple. Oui, non, mais ils n'ont pas de cahier ? Non, parce que ça, il va vraiment falloir changer. Vous savez, c'est une matière importante, l'instruction civique. L'entretien enfin terminé, l'inspecteur et les enfants, qui continuent à passer leurs tests... l'inspecteur et Nathalie rejoignent les enfants, qui continuent à passer leurs tests auprès de la conseillère pédagogique et de la psychologue scolaire. Alors, demande l'inspecteur. Et tranquillement, devant les enfants, la conseillère pédagogique fait son bilan. Enzo ne maîtrise pas encore les règles d'accord singulier pluriel, et il n'a pas su me dire qui était le narrateur du texte que je lui ai fait lire. Stupéfaction de Nathalie, car Enzo ne fait plus aucune faute d'accord depuis plus d'1 an. Alors, est-ce qu'il a eu le temps de se relire ? Et elle essaie d'intervenir. Mais nous n'avons pas appris le terme de narrateur. En revanche, il saura très bien vous dire qui est la personne qui raconte l'histoire. Mais personne ne l'écoute et ne prend en compte ce qu'elle raconte. Quant à Manon, elle semble très timide et elle a du mal à s'exprimer, poursuit la psychologue scolaire. Je n'ai donc pas réussi à bien évaluer où elle en était par rapport aux acquis de CP. Je ne suis pas sûre que le processus de socialisation soit suffisant. La maman essaie de répondre et d'argumenter, mais pourtant elle a de très bonnes amies qu'elle s'est faites à la danse. Et c'est vrai qu'il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux inconnus, surtout que je n'étais pas là avec elle pour la rassurer. Mais est-ce qu'elle a déjà été gardée à l'extérieur, plus petite ? Est-ce qu'elle est allée à la crèche ou plus tard en école maternelle ? Non, jamais, mais nous sortons tous les jours. Elle rencontre d'autres familles qui font l'IEF, et puis elle a aussi des amis qui sont scolarisés. Ah oui, mais ça n'est pas pareil. Et est-ce que vous êtes allé visiter les écoles de votre secteur ? Est-ce que ce ne serait pas parce que vous avez du mal à abandonner le contrôle sur vos enfants, à les laisser voler de leurs propres ailes ? Mais non, pas du tout. C'est la fin de l'inspection IEF. Dépitée, Nathalie finit donc par remballer toutes ses affaires et repart chez elle avec Enzo et Manon. Au revoir, madame. Ou plutôt à dans quelques mois, puisque de toute façon, je fais revenir tout le monde pour une deuxième inspection, comme avec les professeurs. C'est l'accablement. Dans la voiture, les enfants l'interrogent. « Dis, maman, on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? On n'est pas assez bon ?» Mais non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de votre faute. 3 mois plus tard, Nathalie reçoit un rapport désastreux, mais très vague, qui explique que sa fille a de grosses difficultés de communication, son fils de graves lacunes en orthographe et en compréhension de lecture, et qu'elle est à nouveau convoquée 2 semaines plus tard pour une seconde inspection. Si les progrès des enfants ne sont pas satisfaisants, l'inspecteur émettra une injonction de rescolarisation. Désemparée, elle les fait travailler d'arrache-pied, mais l'inspecteur a clairement un parti pris. La conseillère pédagogique remplit ses grilles d'évaluation correspondant au niveau de fin d'année de CP et de CE2, et comme les enfants ne remplissent pas toutes les cases, c'est l'injonction de rescolarisation qui se profile. Ça n'est pas évident, hein. Ouais, certaines inspections en IEF se passent très bien, et tant mieux.
Mais il arrive que les choses dégénèrent, et le plus souvent parce qu'on ne connaît pas bien ses droits et ses devoirs. Dans le compte-rendu de l'inspection IEF d'un hussard noir, on peut relever au moins 6 points illégaux. Oui, illégaux. Et je vous invite à essayer de les retrouver. Il y a aussi 4 ou 5 points sur lesquels la maman aurait dû intervenir, afin de pouvoir éviter les soucis rencontrés. Là aussi, à votre avis, qu'aurait-elle pu faire ou dû faire? Ce que je vous propose, c'est de mettre le podcast sur pause et d'aller consulter l'article qui correspond à ce podcast. Relisez le compte-rendu de cette inspection et demandez-vous quels sont les points illégaux, quels sont les points où la maman aurait dû intervenir. À partir de là, vous pouvez noter vos réponses en commentaire de l'article et vous pouvez revenir écouter la fin de ce podcast où je vais vous donner les réponses dans quelques instants. Alors attention, c'est maintenant qu'il faut mettre le podcast sur pause si vous ne voulez pas de spoiler et si vous voulez tenter votre chance et voir si vous saurez trouver, dépister les pratiques illégales de certains inspecteurs de l'éducation nationale. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allons-y. Les 6 points illégaux. Premièrement, la convocation n'a été envoyée que 15 jours avant. Le délai minimum est d'1 mois. La convocation doit être reçue au minimum 1 mois avant la date prévue pour la visite. Deuxièmement, la deuxième maman, Nathalie, n'a pas été prévenue de qui serait là. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les noms et les prénoms, mais on est censé au moins savoir qu'il y aura, par exemple, une conseillère pédagogique et une psychologue scolaire. Oui, il est possible qu'il y ait une psychologue scolaire de l'éducation nationale, c'est tout à fait possible, simplement elle n'est pas là pour faire une psychothérapie, elle est là pour participer à l'inspection pédagogique. Troisième point illégal. Obliger tous les parents à revenir systématiquement pour une deuxième inspection. Ça n'est pas comme ça que ça marche. La façon dont ça marche, c'est que si le premier contrôle n'est pas satisfaisant, il y a un rapport qui est envoyé, qui indique que l'instruction donnée n'est pas satisfaisante, et une deuxième inspection est programmée. Et c'est seulement si la deuxième inspection est négative qu'il peut y avoir ensuite une rescolarisation. Mais la deuxième inspection ne peut pas être systématique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quatrième point illégal, qui est en fait le même que le premier, c'est que la deuxième inspection on doit encore recevoir un courrier de convocation au moins 1 mois à l'avance et non pas 15 jours avant. Cinquième pratique illégale, l'inspecteur et la conseillère pédagogique qui évaluent en fonction des années scolaires et pas des cycles. En France, il y a 4 cycles. Le premier, c'est petite section, moyenne section, grande section. Le deuxième, CP, CE1, CE2. Le troisième, CM1, CM2, 6e. Et le quatrième, 5e, 4e, 3e. Et pour chaque cycle, il y a des attendus de fin de cycle. Et l'inspection, le contrôle, a pour but d'évaluer si les enfants sont susceptibles d'atteindre à 16 ans ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de savoir-faire, en se référant aux attendus de fin de cycle. Tout en gardant en tête, évidemment, donc je vous rappelle que l'un des cycles, c'est CP, CE1, CE2, qu'un enfant qui est en début de CE1 n'aura pas forcément encore atteint la moitié des objectifs des attendus de fin de cycle, qui se finira en fin de CE2. Donc tout ça, c'est à prendre en compte par rapport au niveau scolaire et aussi par rapport à l'enfant lui-même qui peut prendre plus de temps, qui peut avoir des difficultés particulières. 6e pratique illégale, le rapport de l'inspection qui est envoyé plus de 3 mois après l'inspection. Le délai est normalement de 3 mois maximum, ce qui est déjà incroyablement long. Et malgré tout, certains inspecteurs réussissent à le dépasser. Donc je vous récapitule les 6 pratiques illégales. La convocation qui est envoyée moins d'1 mois à l'avance pour le premier contrôle et le deuxième contrôle. Ne pas être prévenu de qui sera là. Normalement, ça figure dans le courrier de convocation. Ou éventuellement, quelques jours avant l'inspection, on peut recevoir un mail qui prévient de qui sera là. Troisièmement, on n'a pas le droit de faire revenir systématiquement toutes les familles pour une deuxième inspection, seulement celles qui ont un compte-rendu d'inspection négatif. Le 4e point est le même que le premier, mais pour le deuxième contrôle, convocation minimum 1 mois avant.
5e pratique illégale, évaluer en fonction des années scolaires et non des attendus de fin de cycle. 6e point illégal, un rapport qui est envoyé plus de 3 mois après l'inspection. Quels sont les points sur lesquels Nathalie, la deuxième maman, aurait pu intervenir? Elle a déjà essayé d'intervenir sur plusieurs points, je le mentionne, mais sur quoi d'autre aurait-elle pu essayer d'intervenir pour que les choses se passent mieux? Premièrement, rappeler que ça ne sert à rien d'évaluer les enfants par rapport aux attendus de fin d'année scolaire. Alors déjà, il faudrait les évaluer en fonction des attendus de fin de cycle. Et rappeler qu'on est en octobre, donc au tout début de l'année. Donc c'est normal qu'on n'ait pas couvert le programme de l'année. Il n'y a pas de raison d'attendre d'un enfant de niveau CP qu'il sache lire en octobre. Deuxième point sur lequel elle aurait pu intervenir. Puisqu'elle avait du matériel qu'elle souhaitait montrer, etc., elle pouvait demander à ce que l'inspection ait lieu chez elle, plutôt qu'à l'inspection de circonscription. Normalement, ça peut être accepté parce que le but de l'inspection, les circonstances de l'inspection doivent être choisies pour le bien de l'enfant, et évidemment qu'on peut mieux évaluer ce que fait l'enfant dans son espace de travail habituel avec toutes les ressources qu'il utilise au quotidien. Autre petit point sur lequel elle aurait pu intervenir, ne pas se laisser séparer des enfants. Elle aurait pu demander à d'abord passer un entretien avec l'inspecteur, puis avec les enfants, puis assister aux exercices proposés par la conseillère pédagogique dans un deuxième temps. Ça prend plus de temps pour les inspecteurs, donc c'est un peu dérangeant. Mais je voudrais juste partager une anecdote avec vous à ce sujet, c'est que moi-même, il m'est arrivé une fois donc, d'arriver comme ça à l'inspection de circonscription, et nous étions la première famille à passer cette journée-là. Et j'ai demandé à ne pas être séparée de mes enfants, et donc à fonctionner comme cela. Et donc on a fait l'entretien avec l'inspecteur, avec mes enfants, qui a duré un peu moins d'une demi-heure, et ensuite, nous sommes allés tous ensemble rejoindre la conseillère pédagogique pour faire quelques exercices. Et du coup, toutes les autres familles qui étaient convoquées la même journée, parce qu'ils avaient essayé d'enchaîner les rendez-vous pour que ce soit efficace, ont pu bénéficier du même système. Donc on était toutes assez reconnaissantes. Et vous voyez comment il suffit qu'une personne ose parler, ose demander quelque chose pour que tous les autres en bénéficient. Puisque du coup, pendant que nous étions avec la conseillère pédagogique, l'inspecteur se retrouvait seul, et à l'heure à laquelle il avait prévu que la deuxième famille arrive. Donc il n'avait rien de mieux à faire que d'accueillir la deuxième famille, qui, une demi-heure après, nous avions fini avec la conseillère pédagogique, a pu rejoindre la conseillère pédagogique, etc. etc. D'autres petits points aussi, la maman aurait pu demander à ce que des tests écrits ne soient pas pratiqués. Par exemple, si elle a un enfant dysgraphique, par exemple si elle a un enfant qui est trop jeune et qu'elle considère que les tests écrits pourraient être bloquants pour lui. Et pour aider ce genre de demande, j'encourage vraiment, et la plupart des académies encouragent à le faire également, les familles à envoyer un courrier pédagogique qui explique les choix pédagogiques de la famille, les moyens pédagogiques utilisés, etc. C'est là qu'on peut expliquer, par exemple, pourquoi on apprend à lire à son enfant en cursive, pourquoi on apprend les choses dans cet ordre-là, pourquoi est-ce qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas les ordinateurs. Bref, tout ça va contribuer à ce que les choses se passent mieux. Je vais être franche, très souvent les inspecteurs ne les lisent pas avant le rendez-vous lui-même, mais parfois ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des inspecteurs qui avaient lu avec attention le rapport que j'avais envoyé. Dans tous les cas, ça permet de pouvoir, en amont, demander à ce que les tests, par exemple, ne soient pas écrits et prennent une autre forme si vous estimez que cela est nécessaire. N'hésitez pas non plus à demander à ce que l'enfant puisse se relire après une dictée. Je sais, ça paraît stupide, vous allez me dire, non mais évidemment, il y a toujours une relecture après une dictée, mais croyez-moi, dans plusieurs académies, avec différents conseillers pédagogiques, c'est ce qui nous est arrivé. L'enfant écoute la dictée, note au fur et à mesure, il y a une dernière relecture effectuée par l'adulte, et c'est fini. On ne laisse pas de temps à l'enfant pour se relire. Or, excusez-moi, mais il y a plusieurs choses à évaluer en orthographe. Il faut d'abord évaluer ce que l'enfant a automatisé, c'est-à-dire ce qui est automatique au moment où il écrit, sur lesquels il n'a même pas besoin de réfléchir, et ce qui est su, mais pas automatisé. Par exemple, oui, il connaît la règle d'accord, singulier et pluriel, seulement au moment d'écrire, il n'a pas réalisé que chat était au pluriel et qu'il devait mettre un S à noir, pour les chats noirs. Mais en se relisant, il va réfléchir à tous les accords
Et là, il va s'apercevoir de son erreur. Donc, insister, demander à ce que l'enfant puisse se relire. Ça peut avoir une influence aussi sur ce que vont conclure les inspecteurs et conseillers pédagogiques dans leur rapport. Donc, c'est important. Et puis, il est utile d'avoir la possibilité d'intervenir et donc peut-être de faire venir le conjoint ou une personne de confiance, un grand-parent, etc. Donc, de rester à côté des enfants pour pouvoir traduire si jamais une consigne n'est pas comprise. C'est-à-dire que peut-être que l'enfant ne connaît pas le terme de narrateur, mais il est capable d'identifier la personne qui raconte, qui fait qui pratique le récit dans le texte qu'il lit. Voilà donc un petit bilan sur les pratiques illégales, les pratiques moins illégales. Je vous invite à vous en inspirer, à vous inspirer de l'inspection bisounours pour vous aussi mettre toutes les chances de votre côté et en même temps être prêt à argumenter si jamais vous faites face à des pratiques illégales. Sachez que le nombre, alors ce n'est plus le cas cette année puisqu'il y a les demandes d'autorisation maintenant qui ont considérablement réduit le nombre de possibilités de familles qui ont pu obtenir l'autorisation de faire l'instruction en famille. Mais avant cela, et c'est probablement l'une des raisons à cette nouvelle loi qui impose une demande d'autorisation avant de pratiquer l'instruction en famille, avant cela, le nombre de familles qui se mettaient à pratiquer l'instruction en famille augmentait année après année. Et même si nous restons une toute petite minorité, tous les fantasmes qu'on peut avoir autour de l'instruction en famille ont tendance à rendre les inspecteurs très méfiants. Dans certaines académies, il faut le savoir, ils reçoivent même des consignes pour faire rentrer le plus d'enfants en IEF possible dans les rangs de l'éducation nationale. C'est malheureusement une pratique encore plus mal vue aujourd'hui avec cette dernière loi qui impose une demande d'autorisation. Et donc, beaucoup cherchent à supprimer cette pratique. C'est pourquoi il est vraiment important, encore plus que jamais important, de se préparer soigneusement, de connaître ses droits et surtout de savoir les faire respecter. Parce que c'est bien beau de connaître la loi, de savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment formuler les choses. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont poussé à créer, il y a quelques années déjà, un accompagnement à l'IEF Montessori. Alors au-delà des séances de coaching, des séances de questions-réponses en direct avec les membres, au-delà des ressources pour toutes les activités informelles liées à l'instruction en famille, au-delà de tous les sujets de parentalité, de discipline positive, de pédagogie abordés, au-delà du lieu d'échange que nous avons, de la communauté que nous avons créée et de la mise en binôme que nous proposons, je tenais à fournir dans cet accompagnement un guide complet des démarches administratives pour l'IEF. En particulier pour que les inspections IEF se passent mieux. Donc justement, je fournis dans ce guide des modèles de courrier qui ont été relus par un juriste. Donc c'est sérieux, ça n'est pas du pipeau inventé par une blogueuse, ça a été relu par un juriste, pour vous aider à faire respecter vos droits, quelles que soient les irrégularités qui auront été commises à votre encontre. Donc si ce guide vous intéresse, en plus de tous les dossiers pour réaliser, tous les modèles de dossiers, toutes les ressources pour constituer votre dossier de demande d'autorisation en IEF, qui peuvent considérablement vous aider, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur l'accompagnement à l'IEF Montessori, dont le lien figure dans les notes de cet épisode. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute de ce podcast. Ça compte énormément, énormément, énormément pour moi. Et si vous avez envie de le soutenir, de lui permettre de continuer, de me permettre de continuer, j'avoue que j'apprécierais beaucoup un petit encouragement, une petite note sur Apple Podcast, 5 étoiles en tant qu'à faire si ça vous dit, et un petit commentaire pour expliquer à d'autres parents, à d'autres professionnels aussi, pourquoi ce podcast peut les intéresser. Voilà. Je vous souhaite de bonnes inspections en IEF, si vous en avez prochainement, ou l'année prochaine, et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.